Bonjour et bienvenue sur La Panaméricaine, un podcast créé et animé par Marie Vesco et Antoine Rousseau qui porte sur les travaux actuels en sciences sociales sur les Amériques. Aujourd'hui, notre bolide s'écarte de l'asphalte pour se laisser guider par le courant du fleuve Magdalena. Au fil des pas âgés de l'eau, nous descendons des Andes jusqu'à la mer des Caraïbes. Cet itinéraire est ponctué de nombreuses rencontres avec les femmes qui vivent au bord de ce fleuve. Pas de thèse à l'honneur aujourd'hui, mais un roman graphique au croisement de la recherche scientifique et de la création artistique. Pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir les co-autrices Flora Lecomte et Carolina Hernandez. Flora Lecomte est doctorante en géographie à l'université Sorbonne Nouvelle, rattachée au CREDA. Sa thèse, sous la direction de Sébastien Velu et Marie Forget, s'intitule « L'arbre, le barrage et le panneau solaire » entre médiatisation et territorialisation de 3 dispositifs techniques de décarbonation en Colombie. Carolina Hernandez est doctorante en géographie à l'université Sorbonne Nouvelle, rattachée au CREDA, en co-tutelle avec l'Université nationale de Colombie. Sa thèse, sous la direction de Sébastien Velu et Alice Boeuf, s'intitule « Territoire de terre et de l'eau, aménagement des territoires amphibies et territorialité paysanne dans les zones humides de la Mojana en Colombie ». Donc première question traditionnelle du podcast La Panaméricaine, comment en êtes-vous arrivé à travailler sur vos sujets de thèse respectifs ? Et là j'ajouterai une autre question. Je crois que vous travaillez beaucoup ensemble globalement au cours de votre doctorat. Est-ce qu'on pourrait savoir dans quelle mesure ? Je sais pas qui veut commencer, peut-être Flora ? Ok, alors j'ai commencé à travailler sur l'eau grâce à Sébastien Velu, donc notre directeur de thèse en commun. Parce que quand je suis arrivée à l'IHEL, je voulais travailler sur des sujets liés à l'écologie, aux mouvements sociaux. Et il avait ce projet sur le fleuve Magdalena, auquel il m'a proposé de participer. Donc c'est à moitié le hasard, et à moitié pas, parce que bon, quand même, c'est des sujets qui m'intéressaient déjà. Et il m'a proposé d'aller donc dans le Huila, c'est en amont du fleuve, pour commencer à travailler sur 2 barrages hydroélectriques qui étaient construits, un depuis une 30aine d'années et un depuis une 10aine d'années. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Carolina. Et moi, je suis intéressée depuis dans la question plutôt de développement rural, plutôt sur les conditions de vie paysanne en Colombie depuis longtemps maintenant. Et en fait, d'abord, je voulais faire une thèse centrée sur la terre. Et ça, il y a un grand changement parce que maintenant, le centre de ma thèse, c'est l'eau. Et j'ai trouvé qu'à la fin, l'eau, c'était la façon de parler de beaucoup de choses, de parler des gens, de parler aussi des inégalités de terre, etc. Et je suis arrivée au fleuve Magdalena pareil, grâce à Sébastien. Et d'abord, je voulais, première proposition de sujet de thèse, c'était sur le tourisme en Colombie. Une entrée aussi pour parler des inégalités, d'accès à la terre, etc. dans un fleuve amazonien. Et Sébastien, il avait son projet sur le fleuve Magdalena, alors il m'a dit pourquoi tu t'intègres pas et comme ça tu auras une équipe de travail, quoi, de chercheurs, chercheuses. Et c'est comme ça que j'ai commencé à changer. Et c'était aussi un éco-Covid. Alors le tourisme, c'était un peu instable comme projet, disons. Et alors ça a changé et au fur et à mesure qu'on a commencé à travailler sur le Magdalena, mon sujet de thèse a commencé à prendre un peu de forme. Alors c'est vraiment le fleuve qui a donné corps à mon sujet de thèse. Et oui, comme raconte Flora, on était déjà dans le projet quand Sébastien m'a dit il y a une fille qui veut faire sa thèse sur le fleuve, pourquoi tu l'accompagnes pas, le raconte un peu sur ton beau pays. Et on a commencé à se parler et bon, ça a commencé là. Parce que vous travaillez sur 2 régions du fleuve différentes. Oui. Donc toi Flora, c'est plus la partie andine, et toi Carolina, c'est... Et alors moi d'avant, l'idée, la deuxième idée après cette idée de tourisme qui n'a pas collé, quoi, et c'était de travailler sur la partie moyenne de fleuve, parce que là, il y a des organisations paysannes qui sont bien établies, mais c'est une partie de fleuve un peu compliquée, en fait, dans le livre, on va parler plus tard, et il y a des histoires de la guerre là, et c'était pas sur les conflits que je voulais parler. Et après, dans un voyage avec des amis, j'ai découvert la région dont je travaille maintenant, et j'ai tombé amoureuse, quoi. Et je bougeais plus en bas dans le fleuve, et maintenant je travaille dans la partie bas de fleuve, plus proche de l'embouchure.
Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur donc, comment est né ce projet de roman graphique? D'où est venue cette idée de d'écrire cet objet assez différent qu'un travail scientifique, justement, de recherche de doctorat? Pourquoi, justement, avoir eu envie de faire ça? Flora, si tu veux répondre. Oui, en fait, au début de l'année 2022, on a suivi avec Carolina. On se connaissait pas trop encore, c'était au début où Sébastien nous a mis en contact. On suivait un atelier de diffusion de la recherche par la BD à l'IHEAL avec Romain Duterre. Ah oui. Et donc on a commencé à essayer de faire en BD le début de nos recherches. Donc on avait chacune dessiné quelques planches. C'était pas très avancé, mais... Oui, même pas... J'arrivais même pas à faire la première, en fait. C'est vraiment difficile. Moi, je crois que j'ai fait une planche. Et donc, on est parti comme ça, et ça nous plaisait bien. On s'est dit, ah, c'est chouette. Et ensuite, en septembre 2022, on était toutes les deux en Colombie, et il y a eu un appel à projet de la Cité des Écritures. C'est une espèce d'organisme de Paris 3 qui promeut les écritures alternatives à l'écriture scientifique pour faire de la vulgarisation scientifique. Et on s'est dit, tiens, on pourrait postuler, ce serait chouette. Alors, c'est là qu'on a proposé à Laura Acero, qui a habité dans le Páramo, de faire le projet avec nous. Et donc, toutes les trois, on a commencé à rédiger ce projet. Alors l'idée c'était de se centrer sur le fleuve Magdalena, donc qui est le fleuve principal de la Colombie. Et donc comme tu disais tout à l'heure Antoine, qui va des Andes, donc c'est le sud de la Colombie, jusqu'au nord de la Colombie, se jeter dans la mer des Caraïbes. Je sais pas si tu veux continuer, Caro. Oui, la Cité des Écritures qui propose précisément ces formes alternatives. Un des requis qu'ils savaient, c'était de faire un partenariat avec des acteurs hors le monde universitaire. Parce que c'est précisément ce qu'ils veulent, d'ouvrir un peu le champ de la recherche. Alors, Laura, qui est notre troisième co-autrice, elle est écrivaine. Elle a déjà publié 2 romans, qui est en fait super recommandé pour tout le monde. Et un des bouquins s'appelle La Paramera. Parce qu'elle a vécu, comme dit Flora, elle a vécu dans le Páramo et elle a fait un travail d'amener la littérature aussi à des endroits paysans, de travailler avec les femmes, etc. Alors on disait, elle est parfaite, elle était hyper enthousiaste du projet et comme elle avait déjà publié du livre, elle avait déjà les contacts auprès des éditoriales, les maisons d'édition en Colombie. Alors, la maison d'édition qui l'a publié à elle a une branche spécialisée en roman graphique qui s'appelle Cohete Comics. Et elle avait aussi des contacts avec le musée de fleuve Magdalena qui, à l'époque, était en train de organiser, de lancer sa propre maison d'édition. Et notre projet leur plaisait énormément parce que c'est exactement dans leur ligne éditoriale. Et ils étaient super enthousiastes aussi de faire partie du projet. Alors le projet qu'on a envoyé à la Cité des Écritures avait comme partenaire hors le monde universitaire Laura, qui est écrivaine, mais aussi Cohete Comics comme maison éditoriale et le musée de fleuve Magdalena comme co-éditeur et comme une possibilité de parler avec un public bien plus grand que celle du monde universitaire, quoi. Et le projet de ce musée, est-ce que vous pouvez revenir un peu dessus? Parce que je crois qu'il proposait déjà ce que vous allez reprendre pour votre livre, c'est des récits de vie aussi, des témoignages de personnes qui vivent au bord du fleuve. Comment vous êtes servi de ça comme ressource, à la fois de ces témoignages et aussi pour aller accéder à d'autres personnes qui, pour vous, vont fournir la matière première de votre livre? Oui, le musée, en fait, c'est un effort privé. C'est un musée qui est à la ville de Honda, presque au milieu du fleuve, à peu près. À la fin de la partie haute de fleuve, c'est le découpage qu'on a de fleuve en Colombie normalement. Et c'est un porte-clé de fleuve parce que dans ce point de fleuve, il y a... Ça s'appelle des rapides. Alors, c'est pas possible de continuer la navigation. Alors, le port de Honda, c'était toujours un port incontournable du fleuve Magdalena. Et c'est là qui est né le musée comme une façon de récupérer un peu le savoir, la culture, les mémoires de gens autour du fleuve Magdalena. Parce que c'est important de dire que oui, le fleuve, ça traverse tout le pays, mais en même temps, avec le développement de voies routières, etc., le pays n'a pas prêté beaucoup d'attention au fleuve. Alors, un peu l'effort du musée, c'est de
faire que les gens reviennent au fleuve, qu'ils se souviennent de l'importance du fleuve pour l'histoire nationale, pour la construction culturelle du pays, etc. Alors le musée, il est né à Honda, dans une ancienne usine, dans un ancien endroit de stockage lié aux portes. Et c'est privé, c'est entièrement privé. Alors, il fonctionne avec des donations, des bénévolats, tout comme ça. Et pendant la pandémie, ils ont fait un projet qui s'appelle Magdalena, Caudal de Mujeres, qui s'agit de connecter un peu les femmes tout au long du fleuve. Et c'était pendant la pandémie, bien évidemment. Alors, les gens ne pouvaient pas se réunir, etc. Alors, c'est ce qu'ils faisaient, c'est les femmes envoyaient par vocal de WhatsApp leurs histoires de vie, et sur comme c'était la vie d'une femme du fleuve Magdalena. Et ils ont fait alors comme une série de podcasts courtes, 10 minutes, 20 minutes max chaque émission, et des histoires de femmes qui ont des métiers mais hyper divers. Alors des femmes qui sont dédiées à l'agriculture, des femmes qui sont pêcheuses, qui c'est peut-être le métier le plus classique du fleuve, mais aussi les sages-femmes de fleuve. Et à partir de là, on a repris quelques histoires pour les raconter en format BD. Comment ça s'est passé, cette prise de contact avec justement ces différentes femmes et la sélection en fait des différents récits pour faire cette histoire de tout le fleuve, surtout l'itinéraire du fleuve Magdalena? On a commencé déjà à... En fait, ça s'est fait un peu en parallèle. Il y avait des femmes dont on voulait qu'elles apparaissent absolument dans le livre et des lieux qui nous paraissaient emblématiques pour lesquels il fallait qu'on trouve des femmes. Donc il y avait 3 points qui étaient vraiment... 4 points même, qui étaient vraiment obligés dès le début. La source du fleuve, où on connaissait personne, donc il fallait qu'on trouve quelqu'un. Les 2 lieux où on fait nos thèses, donc le département du Huila en amont et les Cienagas, toute cette partie de zone humide sur lesquelles Carolina travaille. Pour le Huila, on avait déjà la personne dont on voulait raconter l'histoire. Pour les Cienagas, pas au début, hein. On l'a trouvé après. Et on avait aussi l'histoire du Magdalena moyen, la partie dont vous parlez Carolina tout à l'heure, qui est assez dangereuse et où il y a beaucoup d'exploitation pétrolière. Donc on avait d'abord ces 4 premiers endroits, et ensuite pour déterminer les autres, on a déterminé des points qui nous paraissaient clés du fleuve, donc le port de Honda, parce que non seulement il y a le musée, mais aussi c'est ce port incontournable du fleuve, l'embouchure, donc l'endroit où il se jette dans la mer, et El Macizo, parce que... Natagaima. Et Natagaima. Natagaima, c'est un endroit de fleuve dans la partie juste en amont de Honda. Et c'est vraiment un partie de fleuve comme il n'y a pas trop de ressources exploitées. Alors c'est un peu négligé des politiques publiques, personne ne parle pas trop de fleuve dans ces parties-là. Et on se disait, il faut raconter l'histoire de cette partie de fleuve un peu orphelin, personne ne parle de lui, mais c'est important quand même. Et juste après les barrages aussi. C'est la partie voilà. du fleuve qui est vraiment juste en aval des 2 barrages. Parce que notre idée c'était de montrer qu'un fleuve, même s'il s'étend sur 1500 km, comme le Magdalena, entre des montagnes et des zones humides, il y a aussi une continuité non seulement culturelle, mais aussi écologique, et que construire un barrage en amont du fleuve, ça peut avoir des impacts sur la suite de son bassin. Et donc, on voulait aussi montrer ces 8 points tout au long du fleuve pour essayer de reconstruire la continuité du fleuve Magdalena, qui est vraiment complètement oublié dans la formulation de politique publique, dans l'exploitation économique du fleuve. On prend le fleuve par tronçon parce que là on peut construire un barrage parce qu'il y a du dénivelé, là on peut exploiter du pétrole, là on peut faire un port et acheminer ce pétrole, construire un canal. Et nous ce qu'on voulait montrer c'était que le fleuve en lui-même, c'est un seul territoire parce qu'il y a une vraie continuité écologique et culturelle. Et donc montrer Natagaima, c'était aussi montrer quels sont les impacts directs d'un barrage sur l'aval. Sur le fleuve et sur les femmes. Et c'est pour ça que ce projet en espagnol s'appelle Cuerpos de Agua, corps d'eau, parce que c'est un peu le contraste entre le corps de fleuve et le corps de femme qui suit aussi les impacts de toutes ces interventions, toutes ces exploitations qui ont fait sur le fleuve. Et du coup, pour revenir à ta question, le projet Caudal de Mujeres du musée du fleuve Magdalena nous a aidés parce que donc le musée nous a donné des contacts des femmes qui avaient participé de ce projet. Et donc par exemple, la dame qui est dans l'histoire de Natagaima, elle fait partie du projet Caudal de Mujeres. Et aussi... Honda. Ah, Honda, voilà, c'est ça. La dame de Honda, la cuisinière. Donc il y a 2 personnes qui font partie des 2 projets et qui créent aussi un lien entre ces
Est-ce que vous pourriez donner un exemple de cette continuité culturelle que vous trouvez chez les femmes qui habitent le fleuve? Parce qu'on s'imagine qu'entre la vie en amont et en aval, comme ça reste quand même des territoires très différents et il y a des logiques socio-économiques très différentes aussi, on pourrait dire que ça a un peu rien à voir et ça nous intéresserait de mieux nous rendre compte qu'est-ce qui fait l'unité culturelle des habitants du fleuve Magdalena. On peut le trouver en beaucoup de des petites expressions. Par exemple, le mot que les gens utilisent pour parler de fleuve, pour parler de phénomènes liés au fleuve, c'est la même. C'est la même depuis la Caraïbe à l'embouchure et dans les montagnes. Et ça c'est étonnant parce que en Colombie, comme c'est un pays assez large et avec des régions bien différenciées, même les accents changent énormément, mais quand même, les mots pour se référer au fleuve sont les mêmes. Et par exemple, tous les mythes qui existent autour du fleuve sont les mêmes. Les esprits qui habitent le fleuve, c'est les mêmes. C'est les mêmes. D'en haut à en bas. Les canoës aussi. La forme de bateau, c'est la même. C'est les mêmes. Les couleurs sont semblables. Il y a des bateaux, le poisson, quand même, le bocachico. Et voilà. Même s'il remonte plus maintenant à cause des barrages. Avant, il migrait, bon, pas jusqu'à la source, mais presque. Il y a un phénomène qui c'est en même temps naturel et culturel, tel que j'adore parler, qui s'appelle la subienda. Et c'est la période de migration de poissons del Boca Chico, que c'est surtout, pas seulement, mais surtout cette poisson, que c'est un poisson endémique de cette fleuve. Et c'est le moment où le poisson remonte le fleuve en amont pour les sauver. Et c'est un phénomène naturel, parce que c'est le phénomène de migration, mais en même temps culturel, parce que c'est le moment d'abondance dans le fleuve. Alors c'est le moment où tous les pêcheurs sortent faire la pêche, etc. Et la façon comme les gens vivent ce phénomène en amont et en aval du fleuve, c'est exactement la même. On entend toujours les mêmes expressions pour se référer, les mêmes types de joie en fait, parce que les gens parlent avec joie et avec un peu, maintenant, la subienda, c'est un phénomène en extinction, parce qu'il y a plus de poissons, et un peu de nostalgie sur les poissons qui sont plus là, de tristesse sur comment le fleuve a changé, et qui montre que la vie des gens change aussi quand le fleuve n'est pas le même. Et il y a un autre point commun qui est lié à ça, en fait, c'est que partout au long du fleuve, les pêcheurs, les paysans, les habitants souvent font un peu des deux, parce que ça dépend de l'époque, comme disait Carolina, disent tous qu'ils acceptent de se faire déplacer que par le fleuve. En Colombie, il y a un gros problème de déplacement de population, par la violence, par les projets extractifs et tout ça. On a entendu ça à plusieurs endroits du fleuve, qu'il n'y a que le fleuve qui pourra me déplacer, parce que je suivrai le poisson, parce que je suivrai sa dynamique qui me permet de continuer de vivre à côté de lui. Est-ce que vous pourriez nous donner concrètement quelques détails de réalisation de ce roman graphique? Je crois que c'est pas vous qui avez fait les dessins, il y a une illustratrice. On a besoin de quelqu'un avec de talent, quoi. Voilà, typiquement, comment vous l'avez rencontrée? Est-ce qu'elle est venue en Colombie? Sinon, comment est-ce qu'elle s'est familiarisée avec les paysages? Et autre question, quelle est la part de fiction dans ce roman graphique et comment vous mêlez des enquêtes un peu ethnographiques finalement avec des récits fictionnels? Bon, en fait, il n'y a pas une seule illustratrice. On avait une équipe de 5 personnes qui faisaient les illustrations. Alors c'était vraiment un travail collectif le plus grand dont j'ai participé à ce type. Et d'abord, une fois que la Cité des Écritures nous a dit « Ok, oui, le projet c'est génial, vous aurez le financement », on a commencé à chercher qui pourrait faire les illustrations. On a commencé par les gens qu'on connaissait déjà bien, qu'on aimait bien leur style et qu'on savait que le travail ça se passerait bien. Et alors, Laura, elle avait déjà travaillé avec une illustratrice qui s'appelle Sylvia. Elle fait un master en études de genre à la même université dont je suis attachée en Colombie. Alors, elle est aussi dans le milieu universitaire, dans le milieu artistique. Et alors, elle était la première à bord de ce projet. Puis, j'avais une autre amie d'un autre côté qui elle est aussi artiste. Elle était aussi invitée. Et c'était chouette parce qu'elle était toujours hyper enthousiaste de participer au projet, de connaître le fleuve à partir de projet. Et la troisième, c'était Sophie. Sophie, c'est une amie que j'avais rencontrée à la fac. Et elle fait une école d'illustration à Genève, en Suisse.
Et on s'était toujours dit que ce serait chouette de travailler ensemble. Et donc quand il y a eu vraiment ce projet-là concret, comme elle parle espagnol, elle pouvait se mêler au groupe. Et elle avait déjà voyagé en Colombie aussi, donc elle connaissait quand même un petit peu le pays, les paysages, bon le pays, enfin certains endroits. Donc je lui ai proposé aussi de faire partie du projet avec nous. La quatrième, c'était Rowena. Elle était la seule qui ne connaissait pas, mais c'était un des éditeurs qui nous a dit elle est super forte, elle travaille bien, elle connaît bien la technique roman-graphique. Et du coup, ça serait chouette de voyager avec elle parce qu'elle est super sympa. Et alors, on l'a invitée, elle a dit oui. Et la cinquième, c'est une amie à moi. On a fait l'école ensemble, je ne veux pas dire il y a combien de temps. Mais elle est aussi artiste. J'ai fait l'école dans une ville qui est au bord du fleuve Magdalena, alors tous les deux, on est grandi au bord du fleuve, alors elle était vraiment ravie de revenir au fleuve pour le projet. Et alors chaque illustratrice a fait 2 histoires, Rowena et Ginette, et ils ont fait une chacune. Et comme ça, on a aussi un bouquin qui mélange beaucoup de styles, parce que oui, chacune a son style particulier, sa touche propre, et ça le fait aussi encore plus riche en termes visuels. Et comment vous aviez fait pour celles qui n'ont pas pu aller en Colombie ou qui n'étaient pas tout le temps sur place, comment elles ont pu dessiner avec autant de précision? Oui, c'est vrai que une des choses qu'on a pensé et qui nous a permis en fait le financement de la Cité des Écritures, c'était d'aller sur le terrain avec quelqu'une d'entre elles. Alors on a pu faire le terrain avec Monica, avec Sylvia, avec Rowena, et c'était super intéressant pour nous aussi de y aller sur le terrain et regarder le terrain qu'on avait déjà visité à travers les yeux d'une artiste. Faire attention sur des éléments, sur des détails qu'on ne regarde pas normalement, et avec les autres ou dans des endroits où on ne pouvait pas tous y aller parce que les agendas sont difficiles, parce que le budget c'était pas suffisant, parce que Sophie il était en France. C'était vraiment à travers la photo et les vidéos, mais en fixant l'attention sur les conseils qu'ils nous donnaient ou sur les questions qu'ils nous faisaient. Et comme ça, vraiment, on a élargi le regard et on a commencé à regarder des choses qu'on ne voyait pas avant. C'était super intéressant parce qu'elle nous disait, par exemple, comment sont les arbres là-bas, de quelle forme ont les feuilles. C'est vrai qu'au début, moi j'avais pas trop pensé qu'en géo... Oui, ça peut paraître évident pour certaines personnes, mais moi je me disais, je vais pas comparer chaque arbre sur le bord de la rive. Et en fait, c'est super de filmer ça. J'ai prenais des photos vraiment très proches, des textures des troncs, des manières dont les maisons sont construites. Les bateaux, c'est aussi... Bon, on s'était rendu compte avant déjà que les canoës se ressemblaient, mais... Ou les techniques de pêche, par exemple... pour une histoire, je suis allée sur le bateau avec la pêcheuse dont on raconte l'histoire. Et en fait, c'était hyper important de pouvoir vraiment prendre en image tous ces gestes, exactement comment elle procédait, parce qu'il y a plein de techniques de pêche très différentes sur le Magdalena. Donc, c'est pas des pêcheurs qui pêchent comme ça avec la canne. Enfin, ça peut arriver, mais pas forcément partout. Et du coup... c'était même intéressant pour nos travaux de thèse en fait d'avoir cette méthode de photo mais sur des objets hyper petits, des détails auxquels on n'avait jamais vraiment fait attention. Oui, par exemple, l'approche sur la couleur de fleuve. Oui, on est arrivé vite à la conclusion que la couleur qu'on voudrait utiliser pour le roman graphique, c'était le ocre, parce que le Magdalena, c'est un fleuve tropical qui prend beaucoup de sédiments. Alors, c'est un fleuve ocre. C'est l'imaginaire de fleuves bleus, ce sont des fleuves alpins, quoi. Et dans les régions tropicaux, on a rarement un fleuve de cette couleur-là. Alors, on a dit, on peut pas utiliser le bleu comme couleur parce que c'est pas ça la réalité qu'on raconte. Et une des illustratrices nous a posé un jour la question de c'est quelle la couleur de fleuve dans la partie où il y a exploitation pétrolière. Et on a dit c'est couleur floue quoi. C'est normal. Et après on était allé sur le terrain et on a décidé de prendre ces échantillons de fleuve pour voir la couleur. Et on s'est rendu compte que pas du tout, le fleuve, dans ce point-là, c'était pas ocre comme le fleuve qu'on avait en tête, mais c'était noir. Mais noir. Et dans le village après, c'était déjà gris.
Et puis on a continué le voyage et la couleur changeait à chaque endroit. Et alors on s'est dit, c'est vrai que ces petits détails ont influencé bien évidemment le livre parce que cette histoire où le fleuve est noir, ça restait noir et blanc. Et c'est exprès comme ça. Mais ça nous a fait réfléchir beaucoup aussi depuis une perspective plus de géographe sur alors comment est-ce que le fleuve est arrivé à changer de couleur si vite? Parce que c'est vraiment quelques kilomètres après que la couleur ça change. Comment ça marche la relation entre les plans d'inondation de fleuve, et les jetées des rivières sur le fleuve, et les dynamiques de pollution, les dynamiques d'urbanisation, beaucoup de choses qu'on ne se demandait pas avant parce qu'on n'avait pas regardé la couleur de fleuve. Et ça, c'est quelque chose aussi qui change dans nos thèses. Enfin, par exemple, moi, maintenant, mes cartes, quand je les fais sur QGIS, les plans d'eau et le fleuve, je les mets toujours en ocre. Bon, sauf si c'est une carte que je dois faire pour où c'est vraiment pas le centre, où ça facilitera beaucoup plus la lecture de laisser les cours d'eau en bleu, qui est quand même la convention cartographique universelle. Mais sinon, si c'est pour mon travail de thèse ou pour une communication ou quelque chose où je vais pouvoir expliquer la démarche de mettre les cours d'eau en ocre, je les mets en ocre, ça permet de sortir d'une convention qui est hyper européano-centrée en fait. Bah oui, les cours d'eau ici ils sont bleus parce que le ciel se reflète dessus et qu'il n'y a pas beaucoup de sédiments et que c'est des cours d'eau de montagne et voilà. Mais c'est intéressant de penser la couleur aussi différemment. Et tout ça c'est parti quand on s'est demandé si on allait imprimer le livre en couleur ou en noir et blanc. Oui, parce qu'il y a des parties en noir et blanc et des parties couleur, ou tout est... Comment ça fonctionne? Le budget est limité. Alors là, d'abord, il y a un côté entièrement pratique. Et alors, on s'est dit toujours, on va faire une impression à deux couleurs, à deux Pantone. Il y a toujours le noir, parce que c'est pratique, les lettres et tout vont en noir, le texte. Et la deuxième couleur, alors, c'était le ocre, parce que c'était la couleur de fleuve. Et on l'a discuté aussi avec les femmes des histoires. Et tout nous disait comme si c'était évident. Oui, c'est la couleur de fleuve, c'est normal que ça soit ça la couleur du livre. Mais il y a certaines histoires qui, comme outil narratif, sont noir et blanc. Surtout celles où il y a exploitation pétrolière. En fait, c'est la seule qui c'est noir et blanc. Et à propos de ces histoires, pour revenir à la deuxième question que Marie posait, Flora, tu as parlé justement d'une histoire d'une pêcheuse. Est-ce que vous pouvez présenter brièvement quelles étaient les autres personnes avec lesquelles vous êtes entretenus et quelle est la part de la fiction, bien sûr, dans ces récits? Oui, il y a certaines histoires qu'on a prises. Bon, on a fictionnalisé quand même toutes les histoires et il n'y en a aucune qui raconte exactement vraiment l'histoire de telle personne. À part peut-être celle de Massiso, qui est vraiment celle qui est la plus proche, et celle de Kimbo aussi quand même. Mais même dans ces histoires qui restent des histoires vraies, on a quand même changé quelques petites choses, remodelé à notre sauce, parfois pour des raisons de sécurité, pour pas qu'on reconnaisse directement la personne. Et aussi parce que l'idée c'était de raconter ces histoires un petit peu différemment pour servir directement le message aussi qu'on voulait donner, parce que si on raconte toute l'histoire de la lutte contre la construction d'un barrage qui a duré sur qui dure depuis plus de 10 ans en fait, c'est impossible, donc il faut faire des choix narratifs et des choix ça impose la fiction. La fiction nous permet aussi de raconter des choses que d'être littéral ne nous permet pas. Alors on a décidé par exemple dans plusieurs histoires de faire parler, de faire active les non-humains, de faire parler les poissons, les oiseaux, les plantes. Et comme ça, on avait des éléments narratifs additionnels. Et oui, parfois, c'est plus facile de transmettre une histoire difficile à raconter, une histoire de violence, une histoire de douleur, par la fiction. Alors, l'histoire peut-être la plus difficile, que c'est celle de cette partie pétrolière de fleuve. C'est une histoire d'une amie à nous qui a dû sortir à cause de la violence, des menaces, etc. Ça, c'est la plus fictionnalisée, parce que c'est trop douloureuse. Pour elle, c'était vraiment difficile. Elle voulait vraiment que son histoire soit connue, mais elle voulait pas que les gens sachent que c'est elle. Alors on a fictionnalisé entièrement cette histoire pour raconter l'histoire, mais à travers comme une espèce de fable, de mythe. Voilà. Alors là, il y a l'oiseau qui les parle, il y a le fleuve qui l'amène, il y a beaucoup d'éléments fantastiques pour raconter des histoires difficiles qui sont bien plus faciles à transmettre de cette manière-là. Et comme le but de tout ça, c'est d'ouvrir des espaces pour parler de fleuve, pouvoir parler de fleuve et des histoires de femmes avec un public bien plus simple que l'université, ça permet aussi d'amener le bouquin et parler avec des enfants dans une école. Mais sur la question des non-humains
Amérindiens qui parlent et des entités liées au fleuve, parce que c'est une population amérindienne le long de ces rives. Enfin, comment est-ce qu'on peut la caractériser? Vraiment, la Colombie, c'est un pays où il y a beaucoup de peuples amérindiens, mais c'est une population bien métissée aussi. Alors, pour la question précédente qui nous permet bien raconter ça, on a 8 histoires. L'histoire d'abord du point où le fleuve naît, c'est le páramo. On a décidé en fait en français de garder le mot en espagnol parce que c'est un écosystème qui est exclusif de monts tropicales de haute montagne. Ça n'existe qu'en Amérique latine, le páramo. Et là, c'est la source de cette fleuve. Là, c'est une histoire fictionnalisée qui part d'un mythe de création de páramo, mais c'est un mythe métis. Puis la 12e histoire, c'est une histoire encore de haute montagne, que c'est peut-être l'histoire la plus fidèle à la réalité. C'est une histoire d'un collectif de femmes qui veut avoir accès à la terre. Là, on essaye de parler un peu de ces conflits, de ces nouveaux faux conflits en fait entre production agricole et conservation de l'environnement. La 3e histoire, c'est l'histoire de barrage. Et c'est une dame pêcheuse qui a été déplacée du bord du fleuve où elle habitait en ville parce que justement il n'y avait plus de poissons suffisamment pour qu'elle puisse entretenir sa famille et donc qui est partie et puis ça raconte aussi la lutte parce qu'elle fait partie d'une association qui défend les droits des personnes qui ont été déplacées justement à la suite de la construction de ce barrage. Et sa nouvelle activité dans la ville, c'est quoi? Alors elle a commencé par faire des ménages et là actuellement elle est employée par l'association. L'histoire suivante, c'est peut-être l'histoire plus liée aux traditions indigènes, parce que la dame qui nous a raconté sa vie, elle vient de peuple Pijao, que c'est un peuple indigène qui a beaucoup suivi la colonisation. Même, il y a pas... La langue est perdue, en fait. Ils sont en train d'un processus de récupération de la langue Pijao, etc. Mais il y a tous les mythes, toutes les histoires qui sont encore là. Alors, là, c'est l'histoire où le mythe apparaît encore propre, quoi. On raconte aussi l'histoire de El Moine, qui c'est peut-être un des habitants le plus classique de fleuve. Alors là, on reprend c'est peu... un esprit du fleuve. C'est un esprit de fleuve, oui. Là, on reprend un peu les connaissances et les traditions de peuples indigènes. L'histoire suivante, c'est celle de Honda, qui c'est une histoire vraiment de ville, de porte, de femmes qui véhiculent les dynamiques portuaires. C'est le port où il y a le musée, ça. Oui, c'est ça. C'est un échange entre 3 générations de femmes, la grand-mère, la mère et ses 2 filles, qui parlent en faisant la cuisine. C'est une histoire très simple, mais qui essaye de montrer non seulement le passé de la ville, mais aussi comment des femmes juste peuvent échanger sur des thématiques féminines. C'est une histoire où il y a exclusivement des femmes d'ailleurs qui apparaissent quasiment à l'image. C'est une histoire vraiment intime. Oui. Et on voulait faire monter ça aussi, comment le fleuve, ça touche l'intimité des gens. L'histoire suivante, c'est l'histoire de pétrole dans le fleuve, d'exploitation pétrolière et tous les effets qu'il ça a sur la vie de gens et des non-humains de fleuve. Puis ça vient l'histoire de milieux humides de fleuve, parce que là, je connecte encore une fois avec ma thèse, je me suis rendu compte que quand on parle de fleuve, et c'est pas exclusif de la Colombie, ici en France, je l'ai vu aussi, c'est clair. Quand on parle de fleuve, on pense dans la ligne cartographique comme si le fleuve c'était une ligne sur la carte. Et en fait, le fleuve c'est bien plus que ça, ce sont tous les écosystèmes qui l'entourent, avec lesquels il est connecté, ses zones humides, son delta, ses estuaires, etc. Et on voulait ici montrer aussi que ces espaces-là font partie de la vie du fleuve. Le fleuve ne peut plus exister si ces espaces n'existent pas. Et c'est pour ça qu'on a inclus cette histoire-là. Et là, il y a aussi un côté magique, bien pressant, parce que là on est déjà dans les Caraïbes et il y a dans le folklore de la région, c'est le monde de Macondo. Oui, c'est la magie qui est dans la vie quotidienne tout le temps. Donc, Macondo qui est le village... Macondo c'est un village imaginaire que Gabriel García Márquez a inventé. Macondo n'existait pas, mais... Dans 100 ans de solitude. Tout ce qui arrive pas, c'est vraiment macondien. Alors les gens nous racontaient par exemple comment le fleuve, pendant l'hiver,
que c'est pas un hiver parce qu'on est dans le tropique, mais dans la saison de pluie, quand le fleuve monte partout, parce que dans ces milieux humides, il y a de l'eau partout. Alors l'eau monte dans le fleuve, monte dans le lac, etc. Il fallait ouvrir la porte de la maison, ouvrir la porte qui donne au patio et laisser que l'eau passe et qu'il passait des poissons et tout, parce que sinon, si tu fermes la porte à l'eau fait tomber la maison. Alors, on a mis ça, toutes ces images qui sont hyper vivides, on les a mis sur les romans graphiques et vraiment là, les non-humains ont un rôle vraiment important en termes narratifs. Mais on raconte quand même une histoire vraie, on raconte l'histoire d'une association de femmes qui vont récolter les jacinthes d'eau, donc c'est une plante qui prolifère sur la surface du fleuve. Ça ressemble un petit peu à des nénuphars, mais bon, c'est pas rond comme ça, mais je veux dire, c'est des plantes qui flottent à la surface et en fait qui se multiplient beaucoup trop parce qu'il y a de moins en moins de lamantins qui étaient leurs prédateurs naturels à cause de la pollution. Donc il y a beaucoup trop de ces jacinthes d'eau et en fait ça bouche les canaux et donc ça bouche les connexions des écosystèmes sur le fleuve. Et donc elles cueillent ces plantes et elles en font du papier. Donc comme ça, non seulement elles désengorgent un petit peu l'environnement et elles fabriquent du papier qu'elles vendent par la suite payer les études de leurs enfants. Là, on raconte, Notamment. oui, voilà, un peu c'est la métaphore de la libération de l'eau et de fleuve, c'est la libération aussi de femmes parce que ça les donne de liberté économique, elles sont un métier dehors de la maison, elles sont de nouveaux espaces, de sociabilité, etc. Et finalement, on a l'histoire de l'embouchure. Et cette histoire-là, comme disait Flora au début, c'est une histoire qu'on savait qu'il fallait raconter une histoire sur le fond du fleuve. Et on voulait que cette histoire, oui, c'est un fin, mais le fleuve ne finisse pas là. Il y a tout un cycle qui recommence. Alors, cette histoire de la fin, c'était tout un défi narratif, en fait, parce que on voulait montrer un peu ça, un peu la relation entre le fleuve et la mer. Et l'embouchure de cette fleuve, c'est un peu particulier parce qu'il y a une grande ville juste à côté de l'embouchure. C'est une ville de 2 millions d'habitants. C'est Barranquilla? C'est Barranquilla. Et juste en face, de l'autre côté, de l'autre marge du fleuve, il y a un parc naturel. Et j'ai trouvé un pêcheur qui m'a mené de cette côté du fleuve pour me montrer qu'en fait, il y a beaucoup de vie paysanne dans le parc naturel. Des gens qui ont beaucoup de défis de vie quotidienne parce qu'il n'y a pas de service public là. Mais ce sont des gens qui sont vraiment attachés, qui dépendent du fleuve. Des gens qui, ça m'étonnait, qui boivent de l'eau de fleuve à l'embouchure. Après, tout ce qu'on a vu en amont de l'exploitation pétrolière, de grandes villes qui jettent direct sur le fleuve, etc., il y a des gens qui dépendent de l'eau de fleuve pour boire. Alors, on disait, c'est parfait comme histoire pour raconter que vraiment le fleuve est entièrement connecté de la source à l'embouchure. Alors pour terminer cet épisode, on aimerait que vous nous proposiez d'autres créations culturelles en plus de la vôtre sur la région que vous étudiez ou la thématique des fleuves. Alors sachant que j'ai aussi une question spécifique pour faire le lien entre justement la culture populaire et le Magdalena, c'est la présence des hippopotames de Pablo Escobar. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus aussi sur ces noms humains? Oui, les hippopotames de Pablo Escobar sont devenus assez trendy dans le fleuve. Et oui, Pablo Escobar les a fait venir illégal. Et après qu'ils ont tué Pablo Escobar, les hippopotames ont sorti en liberté et ils sont vraiment contents parce que l'environnement, là, ils sont dans la partie moyenne du fleuve où les conditions environnementales sont très pareilles de son habitat naturel. Alors il fait chaud, c'est humide et il y a pas de prédateurs. Alors ils ont eu beaucoup de succès et sont un grand problème environnemental maintenant pour le fleuve parce qu'il n'y a pas une façon de contrôler la population d'hippopotames. Alors maintenant, à l'heure actuelle, c'est une énorme discussion sur comment gérer la population d'hippopotames de fleuve Magdalena parce que oui, voilà. Maintenant on a des hippopotames nés en Colombie. Mais ils apparaissent pas dans le roman graphique. Ils n'apparaissent pas dans le roman graphique. Il y a plein d'autres animaux mais pas d'hippopotames. C'est ça.
Et sur donc, vos conseils d'autres lectures ou de musique ou de films, Flora, est-ce que tu as des idées? Je pensais à 2 artistes qui sont plutôt des artistes plastiques. Le premier, c'est Zahir Garcia. Il est de Barranca Bermeja, donc la ville où il y a la raffinerie de pétrole et où il y a la région où il y a beaucoup d'exploitation pétrolière. En fait, j'y ai pensé tout à l'heure quand on parlait des couleurs du fleuve, parce qu'il a une de ses premières séries de tableaux. Il peint sur du métal, où il a peint avec du pétrole l'eau du fleuve. Donc en fait, l'eau du fleuve apparaît en gris noir. Et c'est lui le premier que j'avais oublié après entre-temps, et là en reparlant ça m'est revenu, qui m'a fait réfléchir à ces couleurs justement de représentation de la couleur du fleuve. Il habite à Bogota maintenant, mais vous pouvez voir ses œuvres sur internet, sur Instagram. Et un autre aussi artiste plastique qui s'appelle Ansel Obando, et qui vient de Honda lui, donc le port carrefour sur le fleuve, qui lui travaille plutôt par des collages sur le fleuve, sur des thèmes liés à l'écologie. Et donc pareil, vous pouvez voir son travail en ligne, et peut-être bientôt en France, parce qu'en fait il habite en France maintenant, donc c'est possible qu'il ait prochainement une exposition par ici. On précise qu'on mettra toutes les informations dans la description de l'épisode. Et moi, de mon côté, j'aimerais bien que les gens vont explorer un peu tout le travail qu'a fait El Banco de la República sur le fleuve, parce qu'ils ont maintenant un grand projet qui s'appelle El Río Territorios Posibles. Et c'est vraiment un travail multimédia très très bien fait. Il y a sur place jusqu'à le mois de juillet, je pense, une exposition dans la bibliothèque Luis Ángel Arango, qui c'est dans tout le centre-ville de Bogota, sur le fleuve. Alors c'est un bel moment pour aller connaître un peu plus sur cette fleuve. Et ils ont publié un livre qui a le même titre, et qui c'est vraiment un super livre de référence, parce que ça part en même temps de la partie physique de fleuve, alors toute l'explication géomorphologique, machin, mais aussi sur les mythes, les racontes, les récits. Et c'est assez bien pour s'approcher un peu à ce monde de fleuve. Et la Radio Nacional de Colombia a fait aussi une série de podcasts et de paysages sonores tout au long du fleuve. Ça, c'est possible de le consulter en ligne. Alors, la Radio Nacional de Colombia, c'est aussi une bonne source. Et je pense que c'est incontournable de revenir à García Márquez. Et mon bouquin préféré, c'est El amor en los tiempos del cólera, qui, bien évidemment, on le trouve en traduction en français. Et c'est une histoire d'amour avec et sur le fleuve. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous parler de votre beau roman graphique. Donc, auditrices et auditeurs, courez, ou plutôt nagez ou ramez à toute vitesse pour procurer Magdalena, Femme du fleuve, paru en juin 2024 aux éditions de l'IHEL. Merci beaucoup à vous. Merci.